Bonjour à vous tous. Pour cette séance, nous allons avoir une partie du cours principalement sur l'algorithme de la méthode Big M. Le plan de la séance sera, vous le voyez devant vous, un rappel rapide sur la méthode de simplex tabulaire que nous avons déjà vue, parce que c'est la base de la méthode de l'algorithme Big M. Par la suite, et dépendamment du temps qui va nous rester, nous allons avoir les cas particuliers pour la méthode simplex. Je vous rappelle les cas particuliers de la méthode de simplex parce que c'est applicable aussi pour Big M et les cas particuliers pour l'algorithme Big M aussi. Puis on va finir, si on aura du temps, par les corrections des exercices de simplex. Ce que nous avons dit sur l'algorithme de simplex, que c'est une succession d'étapes qui doivent absolument être respectées. On doit commencer par déterminer la forme canonique du programme linéaire considéré, en vérifiant tout d'abord que toutes les contraintes sont de type inférieur ou égal et que nous avons un second membre avec toutes les composantes supérieures ou égales à 0. Par la suite, on va ajouter à chacune des contraintes une variable d'écart. Et donc, nous aurons à ce niveau la possibilité de définir ce que nous avons appelé une base qui a la dimension du nombre de contraintes du programme linéaire. Et on va par la suite, et généralement, cette base-là, elle est formée par les variables d'écart et par la suite, on va déterminer une solution de base réalisable initiale. Cette solution de base réalisable initiale, elle est formée par les variables d'écart comme variable de base et rend les valeurs du vecteur B, second membre des contraintes, et des variables hors base qui sont les variables de décision qui ont par définition une valeur égale à 0. La valeur de Z est par conséquent égale à 0 pour une solution de base réalisable initiale. La quatrième étape, c'est de tracer le premier tableau de simplex en respectant les règles imposées par la méthode. On teste l'optimalité en vérifiant si les delta J, les coefficients de la dernière ligne du tableau de simplex, sont inférieurs ou égaux pour un problème de maximisation, on dit que la solution est optimale. Et par analogie, si pour un problème de minimisation, j'ai tous les coefficients de la dernière ligne supérieure ou égale à 0, on dit que la solution est optimale. Sinon, on doit effectuer une itération. Et je vais vous rappeler l'itération lorsque nous aurons la méthode Big M, puisque ce sont les mêmes calculs à faire. Et on arrête l'algorithme lorsqu'on atteint la condition d'arrêt qui est, pour le cas par exemple de maximisation, une dernière ligne avec tous les coefficients de signe inférieur ou égal. On va se baser comme d'habitude sur un exemple. Si on veut résoudre ce programme par la méthode de simplex, on doit commencer par vérifier ou transformer ce programme en forme canonique. Déjà, est-ce que ce programme linéaire a une forme canonique, est présenté sous forme canonique? Et pourquoi? Okay. Donc, ce programme n'a pas une forme canonique parce que les contraintes sont mixtes. Par définition, la forme canonique doit être un problème de maximisation, des contraintes de signe inférieur ou égal et des variables supérieures ou égales à 0. Dans notre cas, nous avons des contraintes mixtes à signes différents, donc il ne s'agit pas d'une forme
canonique. On doit transformer ce programme en forme canonique. Donc, nous allons multiplier la deuxième contrainte par moins 1. Oui, مدام oui. يا أخي تنجم بالذات ما فيهاش هوني عندنا les contraintes x1 x2 x3 وفي الزاد عندنا كان x1 x2 تنجم يكون ما فيه Et comment on peut expliquer ça? C'est comme si la variable x3 a un coefficient égal à 0 dans l'objectif. D'accord? C'est pas l'un de vos objectifs dans le cours, mais oui, on peut avoir ça. D'accord? Bon, peut-être il fallait pas choisir cet exemple pour vous puisque vous n'allez pas traiter ce type de problème, mais c'est un problème qui existe. Donc, a priori, vous pouvez considérer que ce x3, c'est x2 et c'est correct aussi. D'accord? Ça va marcher pour l'exemple. D'accord, Yasmine? أي فهمتك مدام. Oui. Je continue donc. Bon, vous considérez que c'est x2 pour le moment. Donc, je continue. Donc, on a cherché la forme canonique. Puis, pour trouver la forme standard, on doit ajouter une variable d'écart par contrainte. Et on doit imposer que ces variables d'écart sont supérieures ou égales à 0. Si on veut maintenant chercher la solution de base réalisable initiale, on va considérer que E1 et E2 sont les variables de base et que x1, x2 sont des variables hors base et donc auront une valeur égale à 0. Et là, comme vous pouvez remarquer, on a une contradiction. On considère que la base est E1, E2. On va être dans une situation de contradiction entre une variable qui doit être supérieure ou égale à 0 et qui a une valeur négative, ce qui est contradictoire. Et donc, pour ce cas, en particulier, on ne peut pas appliquer l'algorithme de simplex tabulaire simple que nous avons vu la dernière semaine. Un des algorithmes qui peut remplacer simplex, la cause, comme vous la voyez devant vous, c'est que je ne peux pas trouver une solution triviale en attribuant des valeurs égales à 0 aux variables de décision. On ne peut pas trouver une solution de base initiale triviale à partir des variables hors base et de la base que nous avons déterminée par les variables d'écart. La solution, c'est la méthode des solutions, c'est d'appliquer la méthode Big M ou encore grand M, mais le terme Big M est utilisé أكثر من grand M. C'est quoi cette méthode-là? Une méthode comme simplex consiste à chercher une solution optimale dans un domaine de solutions réalisables. C'est le même principe que tous les algorithmes de résolution, qui va commencer aussi comme les autres algorithmes par une recherche de solution initiale. On va tester cette solution initiale, puis on va tester chacun des points extrêmes adjacents. Et là, par exemple, si on veut faire l'analogie avec la résolution graphique, ça va être se déplacer d'un point extrême à un point extrême adjacent. Pour l'algorithme de simplex, ça va être changer la base ou modifier la base en remplaçant uniquement un seul vecteur. Ça va être de soi pour la méthode Big M. On va faire varier un seul vecteur de la base, vous allez voir ça, pour se déplacer d'une solution à une solution, d'une solution réalisable à une solution réalisable adjacente et un point extrême adjacent. Et après avoir testé les points extrêmes adjacents, les solutions optimales éventuelles, on va repérer le point qui me donne la valeur de la fonction objective la plus grande pour un problème de maximisation et la plus petite pour un problème de
minimisation. Quand est-ce qu'on applique maintenant la méthode Big M? C'est pour n'importe quel programme d'optimisation, de minimisation ou de maximisation, et lorsque nous avons des contraintes mixtes, c'est-à-dire à signes différents, supérieur, inférieur ou égal, et quel que soit le nombre de variables d'addition, bien sûr, quel que soit le nombre de contraintes aussi. Nous allons nous baser sur cet exemple-là. On va considérer un programme à 3 variables de décision et à des contraintes qui ont des signes mixtes, c'est-à-dire j'ai une contrainte de type inférieur ou égal, une contrainte de type supérieur ou égal et une contrainte de type égalité. Et là, je souligne une remarque très importante que on n'a pas forcément, on ne doit pas forcément avoir le même nombre de contraintes et le même nombre de contraintes et le même nombre de variables de décision. L'essentiel, c'est d'avoir une base qui a la dimension du nombre de contraintes. Et l'algorithme, il va faire en sorte d'avoir cette base-là exactement à une dimension égale au nombre de contraintes. Et donc, je peux, pour pouvoir appliquer la méthode Big M, avoir un programme linéaire avec n'importe quel nombre de variables et n'importe quel nombre de contraintes. L'essentiel, c'est d'avoir des contraintes mixtes, c'est-à-dire à signes différents. Je peux ne pas avoir les 3 types de signes, bien évidemment, je peux avoir uniquement 2. Et qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre ce programme linéaire avec la méthode Big M? On va suivre ces étapes-là. Je vais expliquer les étapes en se basant bien évidemment sur un exemple. La première étape, c'est de transformer le programme linéaire pour trouver la base. On va par suite déterminer la solution de base réalisable associée à cette base que nous avons déterminée à la première étape. Nous allons tracer le premier tableau de simplex, entre guillemets, relatif à la méthode Big M. On va tester l'optimalité. Et là, vous allez remarquer que nous aurons 2 conditions à vérifier et non pas le signe de la dernière ligne. La dernière ligne va être modifiée. Je vais vous montrer comment calculer les coefficients. Si cette solution est optimale, on passe à la détermination de la solution optimale. Sinon, on passe à effectuer une itération. Cette itération va me permettre, on va voir ce qu'une itération, va me permettre de trouver une solution réalisable adjacente. Et puis, on va refaire le boucle jusqu'à vérifier les conditions d'optimalité. Nous allons avoir un 4e type de variable qu'on va appeler variable artificielle. Donc, nous aurons à la fin de cette séance pouvoir différencier entre variable de décision, variable d'écart, surplus et variable artificielle. Et la remarque que je vous donne, et puis vous allez la vérifier avec les exercices, que la faisabilité du problème n'est vérifiée qu'à la fin de la résolution. Vous allez comprendre cette remarque tout de suite. Alors, on va commencer par la première étape de transformation du programme linéaire. Comment on va transformer ce programme linéaire? On va considérer le programme initial et effectuer, voilà, vérifier ces conditions-là. On va se baser sur, on va commencer par la première étape, bien évidemment, et commencer à travailler sur l'exemple que je vous ai proposé. Donc, je finis à la première étape. Si nous avons une contrainte second membre négatif, on va multiplier cette contrainte par -1. Ici, nous n'avons pas de contrainte avec un second membre ici négatif, donc la première étape, la première condition est vérifiée. Deuxième condition, deuxième étape à effectuer, on va ajouter une variable d'écart
pour chaque contrainte de type inférieur ou égal. Donc, j'ai une contrainte de type inférieur ou égal. Je vais ajouter, c'est la première contrainte, donc je vais ajouter une première variable d'écart positive pour avoir une égalité. Je n'ai pas d'autres contraintes de type inférieur ou égal, donc je vais passer à l'étape suivante. Soustraire un surplus de chaque contrainte de type supérieur ou égal. On va soustraire un surplus. Est-ce que j'ai une contrainte de type supérieur ou égal? Oui. Donc, je vais soustraire un surplus. C'est la troisième contrainte. Donc, j'ai appelé le surplus S3 et ça doit être aussi positif. Quatrième étape de la transformation du programme linéaire, ajouter une variable artificielle pour chaque contrainte de type égalité et pour chaque contrainte de type supérieur ou égal. Je vais vous expliquer pourquoi cette étape. Donc, ici, une contrainte de type égalité et une contrainte de type supérieur ou égal. Donc, je vais ajouter une variable artificielle A2 pour la deuxième contrainte et je vais ajouter une variable artificielle A3 pour la troisième contrainte. Ces variables artificielles doivent être aussi supérieures ou égales à 0. Et là, vous pouvez remarquer que nous aurons une égalité partout. Ici, même pour la contrainte qui était de signe égal, elle va garder le même signe. C'est-à-dire, on va jouer sur les valeurs de x1, x3 et A2 pour conserver cette égalité. Et donc, à la fin de la quatrième étape, nous aurons pouvoir ajouter, dans notre cas, bien sûr, dans l'exemple sur lequel nous travaillons, une variable d'écart, puisque j'ai une contrainte inférieure ou égale, un surplus, puisque j'ai une seule contrainte de type supérieur ou égal, et deux variables artificielles, puisque j'ai une contrainte de type égalité et une contrainte de type supérieur ou égal, pour respecter les conditions qui m'imposent d'ajouter une variable artificielle chaque fois où j'ai une contrainte de type égalité ou de type supérieur ou égal. L'année, théoriquement, je dois présenter toutes les variables dans la fonction objectif. Et là, il me manque, donc, lorsque nous avons discuté les surplus et les écarts, nous avons proposé d'ajouter, nous avons décidé, selon la méthode imposée de résolution de programme linéaire, d'affecter un coefficient nul dans l'objectif pour les variables d'écart et pour les surplus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour les variables artificielles? Pourquoi ça s'appelle une variable artificielle tout d'abord? Parce que réellement, ça n'existe pas. Ça n'a pas de signification physique, mais ça a une signification, c'est un opérateur qui va être utilisé par la suite pour résoudre ce programme linéaire. Donc, ces variables artificielles, réellement, n'existent pas dans le modèle de départ et donc n'ont aucune signification. Par la suite, ce que nous allons faire, nous allons utiliser ces variables artificielles pour déterminer la solution de base initiale. Et nous allons faire en sorte que cette variable de décision, ces deux variables de décision dans notre cas, ne font pas partie de la base de la solution optimale. L'algorithme va faire en sorte je dois préparer les conditions pour que ces variables artificielles ne font pas partie de la base de la solution initiale, de la solution finale, de la solution optimale. Comment je vais faire ça? Si je vais revenir à l'équation de la fonction objective, réellement, dans l'exemple de un problème de maximisation et le raisonnement sera inversé pour un problème de minimisation. À la solution optimale, l'algorithme a intérêt à faire quoi? A intérêt à augmenter la valeur des variables qui ont les coefficients les plus positifs.
si on part de la solution initiale, l'algorithme vous pouvez imaginer le premier tableau de simplex. Le coefficient de la dernière ligne du premier tableau de simplex sera 1, moins 1, 3, 0, 0. Si on pouvait tracer le tableau de simplex, on peut imaginer ça. En bas, quel vecteur je vais faire entrer à la base? Je vais faire entrer à la base le vecteur x3. Pourquoi? Parce qu'il a le coefficient le plus positif. Et pourquoi encore? Parce que x3 est une variable hors base, c'est-à-dire qu'elle a une valeur égale à 0. Donc, si x3 sera différent de 0, la valeur de z va augmenter considérablement par rapport aux autres coefficients, puisque ce coefficient, il est positif, il est le plus positif. Donc, variable A3, A2 et A3 dans notre cas. Donc, je vais ajouter A3 et A3. Donc, plus coefficient 1, coefficient, fois A2, plus deuxième coefficient, fois A3. Et maintenant, ces deux variables A2, A3 n'existent pas. Donc, je dois pousser l'algorithme à les faire sortir de la base dans l'optimum. Il va les faire sortir à la base. Si ces deux coefficients, coefficient 1 et coefficient 2, si coefficient 1 et coefficient 2 sont négatifs ou positifs à votre avis? Ne pas garder coefficients dans la base. Est-ce que je dois avoir des qui fait? Négatif. Oui. Si les coefficients 1 et 2 sont très négatifs, très négatifs, c'est-à-dire l'algorithme Big M, bien évidemment, l'algorithme Big M va les pousser en dehors de la base, en dehors de la base, en état en dehors de la base. En état, leur valeur sera égale à combien? Les variables hors base, leur valeur de valeur nulle, de valeur nulle. Donc, la condition qui impose que les variables artificielles doivent être des variables hors base, c'est les conditions d'optimalité de Big M, qui fait que je vais assurer cette condition-là. Je vais assurer cette condition-là en affectant aux variables d'écart des coefficients très négatifs. Je n'ai le coefficient qu'on va imposer ou qu'on va mettre pour les variables artificielles, on va les appeler M et on va supposer ce M-là, un réel, M est un réel, ou أكثر réel, on va considérer que M est très supérieur à 1, égal à 1000, égal à 2000, égal à 20 000, égal à 50 000. L'essentiel, je vais considérer un coefficient qui est très grand. M doit être très supérieur à 1. Dans notre cas, il suffit de prendre 10, par exemple, les coefficients mais très importants. Donc, on va considérer un réel très supérieur à M et on va attribuer, voilà, on va mettre le coefficient des variables artificielles qu'on va appeler M1, M2 dans ce cas, par exemple, pour le deuxième
la première variable artificielle et M1, 3 pour la troisième variable artificielle. Et puisqu'il s'agit d'une maximisation, je vais mettre un moins ici et un moins ici pour pousser l'algorithme à éjecter les variables artificielles A2, les variables artificielles voilà, A2 et A3, les éjecter lorsque nous allons nous déplacer d'une solution réalisable à une autre solution réalisable. Et c'est de là où s'est apparue l'appellation de la méthode Big M, parce qu'on va définir un coefficient qu'on appelle M, qui est par définition très supérieur à 1 et qui va être, on peut avoir M1, M2, voilà, on peut utiliser la même valeur de M. Ça ne va pas changer grand-chose, mais par convention, on va considérer un M chaque variable artificielle. Et donc, les coefficients des variables artificielles dans la fonction objective seront dans ce cas très négatifs et donc seront forcément des variables hors base pour la solution optimale si la solution optimale existe. Donc, on a parlé de variables artificielles et puis nous avons cette remarque-là par rapport à comment on va éliminer les variables artificielles en avançant avec les itérations. On va leur affecter un coefficient très élevé dans la fonction objective. Je très élevé, très négatif pour un problème de maximisation et très positif pour un problème de minimisation. Et c'est ce que nous avons fait avec cet exemple-là. Et donc, la quatrième étape, chaque variable artificielle, la cinquième, on va ajouter un coefficient plus ou moins m avec m très supérieur à 1 dans la fonction objective. C'est ce que nous avons fait ici. Et un signe moins pour que le coefficient soit très négatif pour un problème de maximisation. Et donc, nous aurons deux variables artificielles. Et là, pour l'exemple, j'ai choisi le même M, mais on a choisi M2, M3, c'est correct. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, puisque M n'a pas une valeur, c'est une constante, mais ça n'a pas de valeur fixe. Ça peut être, dans notre cas, 20, par exemple. Dans tous les cas, moins 20, c'est très inférieur à 3, c'est très inférieur à moins 1, et c'est très inférieur à 1 aussi. D'accord? Donc, si je vais résumer les étapes, les parties, voilà, l'avancement de la première étape de préparation de l'algorithme pour la méthode Big M, on est parti d'un problème linéaire à contrainte mixte, à signe mixte. Nous avons vérifié que le second membre est supérieur ou égal à 0. Sinon, si nous avons des éléments positifs, négatifs, on devait multiplier par moins 1. Ajouter des variables d'écart pour chaque contrainte de type inférieur ou égal pour avoir égalité. Soustraire un surplus de chaque contrainte de type supérieur ou égal, et les variables d'écart et les surplus doivent forcément être supérieurs ou égal à 0. Ajouter une variable artificielle pour chaque contrainte de type égalité et pour chaque contrainte de type supérieur ou égal. Dans notre cas, nous aurons deux variables artificielles. Finalement, nous allons affecter un coefficient M moins M parce que nous avons un problème de maximisation très négatif parce que M doit être par définition très supérieur à 1 pour considérer les variables artificielles dans la fonction objective. C'est clair la première étape? Oui, madame, c'est clair. Le résultat de la première étape, vous la voyez devant vous. Donc, ça sera x1 plus x2 plus e1 et le reste des variables avec de coefficients égaux à 0 et de même pour le reste des contraintes avec x1, x2, x3 sont des variables de décision supérieures ou égales à 0, e1 une variable d'écart supérieure ou égale à 0, s3 une variable, un surplus supérieur ou égal à 0, a2, a3
variable artificielle supérieure ou égale à 0, et on devait ajouter aussi grand M est très supérieur à 1. Et ça me je vais l'ajouter. Grand M doit être supérieur ou égal à 0, à 1. À 1. On va chercher une base et par la suite une solution de base réalisable. Qui peut me proposer une base d'après ces données-là? Qu'est-ce que je peux considérer? Est-ce que je peux considérer E1, A2, S3 par exemple? Est-ce que vous voyez une base devant vous ici? ليه متنجمش تجي E1 و S3 Ben, est-ce que vous pouvez proposer une base? قاعدين تشوفوا في une matrice qui peut être considérée comme une base. ليه Mais si vous considérez E1, A2, A3, est-ce que ça peut être une base? ما قلنا A2 A3 ليه ما ينجموش يكونوا عليه احنا قلنا A2 A3 ما ينجموش يكونوا في solution optimale مش في solution initiale ولا intermédiaire. A2 A3 doivent être des variables hors base dans la solution optimale. Mais huma vont être utilisés comme outil de calcul. Et c'est justement, ils sont ajoutés pour former la base initiale. D'accord, Yasmine? Ils ont l'optimum, mouche fait les solutions intermédiaires et la solution initiale. Donc ici, si on élimine cette idée de ne pas considérer les variables artificielles dans la base, est-ce que E1, A2, A3 peut être une base? Ouais. Oui, parce que ça forme la matrice identité et ça a la dimension du nombre de contraintes qui est dans notre cas égal à 3. Donc, on ne peut pas considérer S3, S3 est négatif, et on peut considérer E1, A2, A3 comme une base. Donc, E1, A2, les variables de base seront E1, A2, A3, et les variables hors base seront X1, X2, X3 et S3. E1 sera égal à combien? 20 20. A2, 5 A3, 10 10. Et le reste des variables sont des variables hors base, donc seront égales à 0. Pour la solution initiale, oui. Madame, j'ai pas bien compris, madame, pourquoi on a choisi E1 et A2 et A3 comme une base. احنا وقت عملنا simplex كيفاش on a défini la base? On a défini la base. On a dit que il suffit de trouver une matrice identité de dimension égale au nombre de contraintes. Oui ou non? Oui, madame. Mais là, est-ce que E1, A2, A3 forment une matrice identité de dimension 3 qui est égale au nombre de contraintes? Oui. Oui, donc on peut choisir E1, A2, A3 comme une base. D'accord? أيوة. B. Et le reste des variables seront des variables hors base de valeur nulle. D'autres questions? Non, madame, merci. Par la suite, l'étape 3, on va tracer le premier tableau de la méthode Big M. On va mettre la base en ligne, les variables, toutes les variables en colonne, et toujours on doit respecter le même ordre. Je vous propose de considérer toujours variable de décision, variable d'écart, surplus, variable artificielle, pour ne pas avoir de confusion. Puis, on va mettre la matrice A au milieu, bien évidemment, le vecteur B et les coefficients de l'objectif à la dernière ligne. On va les appeler CJ. Tout comme nous avons fait pour la méthode de simplex. Pour la méthode Big M, il y a quelque chose qui va être ajouté qui est cette colonne-là. Pour cette colonne, on va mettre les coefficients des variables de base, des variables qui forment la base. Les coefficients dans l'objectif
initiale. Donc, E1 a un coefficient égal à 0, A2 a un coefficient moins 1 et A3 a un coefficient moins 1. Ces valeurs vont être utilisées par la suite pour effectuer les itérations. Est-ce que c'est clair comment écrire un tableau de la méthode Big M? Exactement comme nous avons fait pour Simplex, et on ajoute cette colonne dans laquelle on va mettre toujours les coefficients de la fonction objectif de départ. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est clair. Oui, madame. D'accord. Donc, on va, dans la troisième étape, avoir un résultat d'un tableau Big M avec toutes les informations. Et vous devez être capable aussi de lire ce tableau et de déduire la solution. Kif kif, qui m'a pour Simplex. Kifish, on peut déduire la solution. La base, elle est toujours dans les lignes. Les valeurs des vecteurs de base, je les lis à partir du second membre BJ. Chaque variable, je vais lire sa valeur de la case correspondante. Toutes les variables qui ne font pas partie de la base auront une valeur nulle puisque ce sera des variables hors base et l'objectif aura les coefficients de la dernière ligne. Donc, 1 fois x1 moins x2 plus 3x3 plus 0e1 plus 0s3 moins ma2 moins ma3. Donc, vous devez être capable de passer entre une solution et un tableau pour déduire la solution correspondante. Donc, nous aurons besoin de garder l'équation initiale de la fonction objectif. Ce tableau-là, je l'ai réécrit ici pour continuer les calculs. L'étape suivante de la méthode Big M, on va calculer la somme de CJ A et J pour chaque colonne. C'est-à-dire, pour la première colonne, par exemple, je vais calculer quoi? 0 fois A1 plus moins 1, 0 fois 1 plus moins 1 fois 1 plus moins 1 fois 0. Et je vais mettre le résultat ici. Je vais appeler ça ZJ qui est égal à la somme de CJ A et J. D'accord? Oui. B. Deuxième, je connais quoi les deuxièmes qui fâchent le coefficient de la deuxième colonne. 0 fois 1, Voilà. 0 fois moins n, plus 1 fois moins n. Très bien. Donc, on aura un moins m. Bah, j'aurai 0 moins m, moins 2m. Et puis, 0, 0, 0. Bah, 0, 0, m, la somme. 0, m, moins m, 0. Donc, j'aurai un moins m ici. 0, 0 et moins m. Et pour cette colonne, on va calculer aussi la valeur de moins z qui sera kiff égale à 20 fois 0 plus 5 fois moins m plus 10 fois moins m, ce sera moins 15 m. D'accord? Nous aurons donc le résultat. Après avoir calculé ZJ comme étant la somme de CI, A et J. Puis, on va effectuer la différence CJ de colonne rouge moins la colonne verte. Je vais être plus visuel si vous voulez. La colonne rouge moins la colonne verte. Et nous allons avoir ce résultat-là. C'est une simple soustraction. 1 moins m, moins 1 moins m, 3 plus 2m, 0, moins m, 0 et 0. D'accord?
B. Puis, pour une méthode de simplex, le test d'optimalité se fait sur la dernière ligne. Et pour la méthode Big M, le test d'optimalité va être fait sur la dernière ligne, mais sur la dernière ligne après avoir calculé CJ moins ZJ. Et donc, nous avons un problème de maximisation. Nous allons vérifier si cette dernière ligne a au moins un coefficient positif. Donc, la condition d'optimalité ici, c'est d'avoir toutes les valeurs de la dernière ligne inférieures ou égales à 0. Est-ce que c'est le cas? Oui. Est-ce que 1 plus m est inférieur ou égal à 0? Non. M, elle est très supérieure à 1, مثلا égale à 1000. Donc, عندي هنا 1001. Est-ce que moins 1 plus m est inférieur à 0? Non, aussi, c'est positif. C'est très positif même. Est-ce que 3 plus 2m est inférieur ou égal à 0? Non. D'accord, Yasmine? Ah, d'accord. B. Donc, nous avons 3, dans notre cas, bien sûr, moins m à l'inégalité. Nous avons 3 valeurs de CJ moins ZJ strictement positives et donc la solution n'est pas optimale. On va effectuer une itération. Ni à l'itération, kiff. Je vais considérer la valeur la plus grande de ces coefficients, considérer que le vecteur correspondant est le vecteur entrant, calculer le ratio technique en appliquant les critères de Dantzig, kiff, le ratio technique, je considère uniquement les coefficients supérieurs à 0, strictement, et je sélectionne la valeur la plus petite du ratio technique pour repérer, voilà, pour choisir le vecteur sortant. Le vecteur entrant va remplacer ce vecteur-là et on va effectuer l'itération exactement comme nous avons fait pour simplex. Donc ici, je n'ai la valeur la plus grande parmi ces trois valeurs. En X3. plus de Z. C'est x3. خاطر عندي 2m ici. D'accord? Donc le vecteur entrant sera x3. Les étapes, choisir la valeur à introduire dans la base avec le coefficient le plus grand de la fonction économique. Choisir la variable à supprimer de la base en calculant le ratio technique. Repérer le pivot, diviser le pivot et calculer le reste, la ligne pivot par l'élément pivot et calculer le reste pour le niveau tableau de simplex ou de Big M. D'accord? Oui. Donc, X3 sera la variable entrante. Je vais calculer le ratio technique. Je ne vais pas considérer la première variable puisqu'elle a une valeur égale à 0. Je vais diviser 5 par 1 et 10 par 1 et puis repérer le vecteur qui a la valeur la plus petite. Dans notre cas, ça sera le vecteur A2 et donc X3 va remplacer A2 et nous aurons une nouvelle base qui est E1, X3, A3. D'accord? L'ancien tableau, le premier tableau, et on va calculer le deuxième tableau. La nouvelle base, E1, X3, A3. On va refaire les mêmes calculs. Donc, la première chose, c'est je vais reconsidérer les mêmes coefficients de l'objectif de la solution initiale. Donc, نرجع للfonction objectif initial ونحط les coefficients CJ. De même pour la première colonne ici. Je dois modifier uniquement le coefficient de x3, خاطر كاين عندي A2 avec un coefficient moins 1. Maintenant, j'ai x3 avec un coefficient égal à 3. Je vais diviser le pivot par 1. L'élément pivot ici, c'est 1. Je vais garder les mêmes valeurs pour E1, pour A3, et je vais transformer la matrice pour avoir ici 0 et ici 0 et garder la matrice identité pour la base.
Pour A3, E1, je vais garder les mêmes valeurs parce que ça fait partie de la base. Et je vais travailler, je vais transformer la matrice pour que X3 devient, tous les calculs qui vont être faits seront pour transformer ce vecteur-là en un vecteur qui fait partie de la matrice identité de dimension 3. Et donc, notre nouvelle base, X3, E1, A3, et on va adapter les autres coefficients pour les transformations effectuées sur cette colonne-là. Donc, كيفاش نحسبهم؟ كيما العادة. La nouvelle valeur sera égale à l'ancienne valeur moins les produits des diagonales divisés par le pivot. ناخذ un exemple ou là vous vous rappelez des calculs? Non, madame, c'est bon. C'est bon. Exemple rapide ici, vous pouvez le vérifier chez vous et nous aurons à la fin la matrice exactement comme on a calculé pour l'algorithme de simplex, mais pas pour les coefficients. Hein. Les coefficients, on va les calculer comme la première étape. Donc, je connais Z l'oula à quoi égal. Hein? Z1 à quoi égal? C'est la somme de CJ à IJ. 0, 1, plus 3 fois 1, plus n. Donc, ça 3 sera plus n. très bien. La première sera 3 plus n. La deuxième, dès la colonne l'oula sera égale à 0 puisque E1 a le coefficient T à 0. La vie, c'est moins m. Ici, allez, 3, 1, 0, 0 et 1 fois 3, etc. Pour la valeur de Z aussi, ce sera 20 fois 0 plus 5 fois 3, 15, moins 5m. Donc, ce sera 15 moins 5m. Puis, on va calculer CJ moins ZJ. La première sera قديش؟ Moins 2, moins Moins 1. n. ايوه ah, Moins 1. Moins 1 plus moins n. 1 plus m, 0, 0, 0, 0, 0, moins 0, m. moins Très bien. Donc, ce sera moins 2 moins m, moins 1 plus m, 0, 0, moins m, moins 3. Oui, moins 3. Mais je vais moins 3. Ah, voilà. Moins 3, moins 2m. On dit moins m, moins 3. Et 0 ici. Le test d'optimalité, est-ce que j'ai un coefficient positif? Réfléchissez, hein? x2. Très bien. علاش هذاك علاش par définition ريت حتى كان جات هذه 50 000 plus m moins 50 000 plus m, ce sera quand même positif. D'accord? معناتها m, elle est supérieure à toute valeur du tableau, à toute valeur de l'équation. حتى وكان جات moins 5000 plus m, ça sera positif. D'accord? Donc, صحيح ياسمين يعطيك الصحة, moins m, moins 1 plus m, c'est la seule valeur positive. Donc, le seul vecteur qui peut être entré dans la base, c'est le vecteur x2. Et, c'est pas optimal. Et x2 va remplacer, x2 va remplacer quoi? On va calculer, non. Donc, qu'est-ce que je n'arrive x2 va remplacer quoi? Je vais calculer le ratio 1, 2, 3, 4. Ratio technique. On va calculer le ratio technique. Qui fait que je le ratio technique? Qui fait les valeurs? 20 sur 1 ou 5 sur 1. Donc 20 sur 20 sur 1 ou 5 sur 1. Donc je les ai là. On va choisir quoi? On va choisir A3. Donc x2 va remplacer A3. D'accord? Donc x2 va remplacer A3 et on va refaire les mêmes calculs. Exactement la même chose. On doit bien sûr remplacer
remplacer les coefficients ici, les كانت في A2 moins M, A3 moins M, on va mettre moins 1 qui est le coefficient de x2. On va reprendre les coefficients de la fonction objectif initiale pour CJ et puis on va calculer les coefficients ZJ de la même manière. On prend par exemple ce 4-là, G le 4, c'est égal à 2 fois 0 plus 3 fois 1 plus moins 1 fois moins 1. Donc, ce sera égal à 4. Puis, on calcule les coefficients CJ moins ZJ. 1 moins 4, moins 1 plus 1, 3 moins 3, etc. Et pour le coefficient de Z, c'est 15 fois 0 plus 5 fois 3 plus 5 fois moins 1. Donc, ce sera égal à 10. Pour le test d'optimalité, est-ce que nous avons un coefficient positif? Non, madame. Non, tous les coefficients sont négatifs, mais on ne peut pas encore dire que la solution est optimale. On doit vérifier, donc la solution est optimale ou pas, on ne sait pas. On doit vérifier une deuxième condition qui est l'existence ou pas des variables artificielles dans la solution de base. La base de cette solution-là, c'est E1, X3, X2. Il n'y a pas de variable artificielle et donc je peux dire que parce qu'il s'agit d'un problème de maximisation, les coefficients CJ, ZJ sont tous inférieurs ou égaux à 0 et il n'y a pas de variable artificielle dans la base, donc cette solution est bien la solution optimale du programme linéaire qu'on a considéré et je connais pas la base, elle est écrite ici, c'est x2, x3, e1. Fait le base, l'ordre n'intervient pas. Hein. La valeur de x1, 0, x2, 5, x3, 0, allez, 5, 5, e1, 15, s3, a2, a3, 0. 0. De valeur z égale, نحسبه là, avec 10. 10. D'accord? Voilà la solution. Et puisque c'est la solution optimale, on peut ajouter étoile, bien sûr. Z étoile égale à 10, x1 étoile égale à 0, etc. D'accord? هذه la méthode Big M. Lorsqu'on présente la solution, on va éliminer les variables d'écart, on va éliminer les surplus, on va éliminer les variables artificielles. Bien sûr, tout ce qui nous intéresse, c'est les variables de décision. Et donc, on peut dire que la solution de base réalisable optimale étoile, c'est 0, 5, 5 avec un z égal à 10. D'accord? Et je vous rappelle, l'année, si vous allez relire cet algorithme-là, je vous l'ai présenté au début de la présentation de la méthode, vous allez être capable de comprendre normalement toutes les étapes ici. D'accord? C'était un peu flou, je sais, au début, mais maintenant, normalement, vous êtes capable de comprendre toutes les étapes que nous avons appliquées sur notre exemple du cours. La faisabilité du problème n'est vérifiée qu'à la fin. C'est ici qu'on peut voir ça. Il y a deux conditions à vérifier. Je peux trouver une dernière ligne avec des coefficients qui sont tous inférieurs ou égaux à 0, mais à la fin, je découvre une variable artificielle ici. Donc, la solution, on va voir ce qu'on va dire de cette solution-là. Allez, je la remarque ici, la faisabilité. Lorsque je vois dès le début le programme linéaire, je ne peux pas savoir si j'aurai ou pas une solution optimale. D'accord? Des questions sur l'algorithme Big M? Non? C'est clair, madame. D'accord, merci. Non, c'est bon, madame. Merci. On va passer, toujours les mêmes personnes présentes. On va passer au cas particulier
J'ai proposé à Yasmine uniquement les cas particuliers de la méthode de simplex. Vous pouvez revenir à l'enregistrement, mais je vais quand même vous rappeler toutes les possibilités des cas particuliers. Ce sont les mêmes, que ce soit pour simplex ou pour Big M. Et je vais rajouter les cas particuliers inertes ou spécifiques pour la méthode Big M. La première possibilité, le premier cas de cas particulier, lorsque nous avons une égalité dans la dernière ligne du tableau, et donc comment on va déterminer le vecteur entrant. On va considérer ce programme linéaire. Si on traite le premier tableau de simplex, puisque nous avons des coefficients égaux ici, nous allons avoir 2, 12. Et donc, je nomme le vecteur entrant. Est-ce que je vais choisir x2 ou x1? En réalité, la solution optimale ne va pas changer si je choisis x1 ou x2. Ce qui va changer, c'est le nombre d'itérations. Ça va augmenter si je ne choisis pas le vecteur qui va me donner l'augmentation la plus rapide. Lorsque je change une base, je vais augmenter la valeur de l'objectif. Et si je choisis x1, j'aurai une valeur d'augmentation. Si je vais choisir x1, j'aurai une autre valeur d'augmentation. Mais la convergence sera la même. Donc, je vais converger toujours vers la même solution optimale, vers la même valeur de l'objectif pour la solution optimale. Enfin, je peux trouver plusieurs, on peut trouver plusieurs solutions pour une même valeur de l'objectif, qui est pour le cas de la résolution graphique. Donc, comment je vais choisir entre deux vecteurs qui ont le même coefficient, que ce soit la simplex soit la big M? On va faire le premier critère de Dantzig. Je ne suis pas trop intéressée les noms à mémoriser. Si vous arrivez à mémoriser le nom des critères, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir comme variable entrante? Comment on va procéder? On va commencer par considérer les deux possibilités. Et on va voir qu'est-ce qui se passe pour chacune des deux possibilités. Donc, si je vais choisir x1, quel sera le vecteur sortant en se basant sur le deuxième critère de Dantzig, le calcul du ratio technique minimal, c'est-à-dire je vais diviser le second membre sur les coefficients en considérant uniquement les variables strictement positifs. Donc, pour le premier cas, je vais choisir x1. Le ratio technique sera 7 sur 1 et 9 sur 2. Je vais choisir le deuxième cas. Le ratio technique sera 7 sur 1 et 9 sur 1. Donc, dans le premier cas, le vecteur sortant sera le vecteur qui aura la valeur du ratio technique le plus petit. Dans notre cas, ce sera E2 avec un coefficient 4,5. Dans le deuxième cas, ce sera E1 avec un coefficient de 7. Qu'est-ce que je dois choisir? Choisir pour un problème de maximisation toujours le vecteur sortant ayant le plus petit ratio technique. Dans notre cas, qui sera considéré donc le premier, le bleu ou le vert? Bleu, normalement. Le vert parce que ça a le ratio technique le plus grand. Le vecteur sortant considéré a le ratio technique le plus grand. D'accord? Et puis, on va continuer à calculer en considérant la deuxième possibilité, en considérant que x2, c'est le vecteur sortant, et ça va me donner plus rapidement la solution. J'aurai toujours, comme je vous ai dit, la même solution, mais je vais converger plus rapidement. Deuxième cas, si j'ai maintenant ratio technique, la même valeur du ratio technique. Donc, on va considérer un exemple avec le tableau de simplex. Donc, si je vais choisir le vecteur entrant, si je n'ai pas de problème, je dois considérer x sur 1 comme vecteur entrant. Si je vais calculer le ratio technique, je vais calculer 7 sur 1 et 14 sur 2. Donc, j'aurai une égalité entre les ratios techniques. Comment je dois procéder? On va calculer
chaque vecteur sortant, donc pour les deux cas, dans notre cas, parce que nous avons une égalité entre deux vecteurs, la somme SI des coefficients techniques de la ligne pivot. Et donc, les coefficients techniques de la ligne pivot, et je vais diviser par le pivot. Donc, pour le premier cas, toujours le vecteur, pour les deux cas, le vecteur entrant c'est x1. Pour le premier cas, je vais considérer que le vecteur sortant c'est E1. Pour le deuxième cas, je vais considérer que le vecteur sortant c'est E2. Et je vais, pour chacun des cas, calculer la somme des coefficients. J'aurai 1 plus 1 plus 1 plus 0. Je vais diviser par le pivot qui est dans notre cas égal à 1. Je vais trouver 1, 3. Pour deuxième cas, 2 plus 1 plus 0 plus 1 est divisé par le pivot qui est égal à 2. Donc, je vais avoir 2. La règle me dit que je dois considérer, pour un problème de maximisation toujours, le vecteur sortant, maintenant ayant la plus grande valeur des sommes divisées par le pivot. Donc, dans ce cas, on va choisir un comme vecteur sortant. Et dans ce cas, on va remplacer E1. D'accord? Deuxième cas, si nous avons ce tableau de simplex, nous devons choisir qu'un vecteur c'est pas optimal pour un problème de maximisation. Nous allons choisir E1 comme vecteur entrant. Et donc, pour calculer le ratio technique, nous aurons une variable, un coefficient négatif et un coefficient nul. Donc, je ne peux pas sélectionner un vecteur sortant. Dans ce cas, on dit que la solution optimale est non bornée. Si je n'arrive pas à sélectionner un vecteur sortant, je vais dire que la solution est non bornée. Dans le cas où tous les ratios techniques sont ou bien strictement négatifs, ou bien infinis. Infini, j'ai divisé par 0. Quatrième cas particulier, si j'ai un tableau comme celui-là, il s'agit d'un problème de maximisation. C'est la solution optimale, mais j'ai un coefficient, un vecteur, une variable artificielle dans la base. Et donc, dans ce cas, si j'ai au moins une variable artificielle dans la base, de la solution optimale, bien sûr, et Yasmine, je te rappelle ça, le programme linéaire est considéré comme sans solution réalisable optimale, sans solution réalisable optimale. Il n'a pas de solution réalisable. Il est impossible de trouver une solution optimale pour la combinaison des contraintes proposées. D'accord? Donc, il nous sert pour la méthode Big M avec un tableau, un problème Big M de maximisation, avec un tableau optimal à coefficients qui sont tous inférieurs ou égaux à 0. La première condition d'optimalité est respectée et je dois arrêter les calculs. Mais je trouve un vecteur de base égal à une variable artificielle. Je dis que le problème n'a pas de solution réalisable optimale. N'a pas de solution réalisable من أصله. S'il y a une seule solution réalisable, elle sera la solution optimale. Donc, n'a pas de solution réalisable. Cinquième cas, la quantité négative dans les limites de contrainte. C'est-à-dire, si j'ai au moins un BJ négatif, qu'est-ce que je fais? Je vais multiplier par moins 1 pour éliminer la négativité. Donc, j'aurai ce cas de figure. On l'a dit, mais c'est considéré comme cas particulier. Là, je vais l'appliquer au début, du simplex ou bien du Big M. Sixième et dernier cas, les variables de contrainte sont sans signe. Je vous ai donné la solution la première séance, si vous vous rappelez, la séance présentielle. Mais je n'ai pas enregistré ça, ou m'anish exemple écrit. Peut-être que vous avez pris note, mais je ne vous ai pas fourni un exemple écrit. Et donc, je vais considérer donc, sans signe, sont des réels, appartiennent à R et peuvent être positifs ou négatifs. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais
considérer le théorème qui dit que une variable réelle existe toujours. Oui, une variable réelle, il existe toujours deux réels, x plus, x moins, qui sont tous les deux, pour les deux, tous les deux réels x plus et x moins sont supérieurs ou égal à 0 et x s'écrit sous la forme de x plus x moins. Et là, vous avez un exemple pour un réel positif et pour un réel négatif. Dans notre cas, pour ce programme linéaire, on va dupliquer x2 en x2 plus moins x2 moins, et on va, avec x2 plus et x2 moins, bien sûr, supérieur ou égal à 0, et on va remplacer partout x2 par x2 plus et x2 moins, et le problème se transforme d'un problème à deux variables à un problème à trois variables et toutes variables positives. B. On continue? Vous êtes là? Oui, madame. B. Oui, madame. B. Donc maintenant, je vais vous proposer une correction rapide, mais une correction détaillée des exercices que je vous ai proposés pour l'algorithme de simplex, et on va finir par cette partie, même si c'est un peu tôt. Hier, vous êtes, on a passé beaucoup de temps. Alors, juste avant d'entamer ces exercices-là, je vais vous proposer un exercice sur la méthode Big M aussi. Essayez de la résoudre vous-même, et puis on va voir si on va corriger la semaine prochaine ou celle d'après. Les exercices, je vais commencer par cet exercice-là. Vous allez me proposer le modèle, j'espère que vous avez essayé. Vous allez me proposer le modèle qui est très simple, et puis je vais vous présenter une résolution rapide de la méthode par la méthode de simplex. Donc, on va considérer une usine de menuiserie qui fabrique trois produits, des fenêtres, des portes et des chaises. Elle utilise deux inputs, deux ressources, le bois et du travail. Travail monte à des heures ou à des minutes dans ce cas. La production se fait selon une technologie indiquée dans le tableau ci-dessous. Je m'en état technologie. En état, pour fabriquer une fenêtre, j'ai besoin de 6 unités, ça m'a unité équivalente, mais c'est champ de confirme. Supposez que c'est 6 mètres carrés de bois et 2 heures de travail, par exemple. Pour fabriquer la porte, j'ai besoin de 10 unités de bois et 10 unités de travail. Pour fabriquer des chaises, j'ai besoin de 2 unités de bois et 6 unités de travail. Qu'est-ce que ça veut dire là, selon une technologie, selon une méthode bien précise, en respectant des temps bien précis. Donc, dans ce tableau sont indiquées aussi les quantités disponibles, qui sont 60 pour le bois, 60 unités pour le bois et 140 unités pour l'heure de travail. Et nous avons aussi les prix unitaires de chaque produit par unité monétaire. Ça peut être l'euro, ça peut être le dinar, ça peut être le dollar, ça peut être n'importe quelle unité monétaire. Donc, j'ai un prix de vente de 15 dinars, par exemple, pour les fenêtres. Bon, c'est pas logique, dinar, mais bon. 15 dollars pour une fenêtre, 40 dollars pour une porte et 12 dollars pour une chaise. On vous demande de formuler ce problème sous forme de programme linéaire. L'objectif, normalement, c'est de maximiser un gain en respectant des contraintes. Donc, les contraintes, نقراهم en ligne ou en colonne? En colonne. En colonne. Et les prix sont les coefficients de l'objectif avec le second membre de 60 et 40. Et donc, nous aurons ce programme linéaire avec 15
plus x1. x1, c'est le nombre de fenêtres à fabriquer. x2, c'est le nombre de portes à fabriquer. x3, c'est le nombre de chaises à fabriquer. Donc, nous aurons l'objectif de maximiser cette fonction objective en respectant les deux contraintes. 6 x1 plus 10 x2 plus 2 x3 doit être inférieur ou égal à 60. Et par analogie, 2 x1 plus 10 x2 plus 10 x3 doit être aussi inférieur ou égal à 140 et nous devons avoir un nombre positif d'articles, donc supérieur ou égal à 0 pour les trois variables de décision. Si on veut résoudre ce problème par simplex, qu'est-ce que vous proposez de faire? Par quoi on doit commencer? Transformation en forme standard. Standard, déjà, c'est à Oulhaj, on doit vérifier la forme canonique. La forme canonique est vérifiée avec des contraintes négatives, des contraintes de type inférieur ou égal, des variables de décision supérieures ou égales à 0 et un problème de maximisation. D'accord. Et puis, donc, on va ajouter combien de variables d'écart? On va ajouter E1 et Deux. E2. D'accord. Et la solution de base réalisable initiale sera donc, chercher tout d'abord la forme standard. Ajouter E1 la base sera quoi? De dimension combien déjà? 2. 2 est égal E1, E2. à E1, E2. Et la base sera égale à E2. Les variables de base, les variables de base, E1 égale à combien? 60. Égale à 60. E, 140. 40. bien. Et variable hors base. X1, X1, X2, X3, Égale 0. 0. Z, Égal à 0. 0. Nous avons déterminé cette solution de base réalisable qui est égale à 0, 0, 0, 60, 140. Associée à la base E1, E2, on peut tracer le tableau de simplex. Donc, il y a la transformation en forme standard et puis on va tracer le tableau de simplex. D'accord? Vous êtes d'accord sur ça? B. Le vecteur entrant. Déjà, c'est pas optimal. On dit des coefficients strictement positifs pour un problème de maximisation. Le vecteur entrant, X2. x2. B. Et le vecteur sortant, je vais choisir entre 60 sur 10 et 140 sur 10. Je vais choisir E1. Donc, x2 va remplacer E1. Le ratio technique est plus petit pour le vecteur E1. Et la nouvelle base sera x2. Vous pouvez vérifier les calculs, vous allez trouver ce tableau, ce deuxième tableau de simplex. Est-ce que la solution est optimale? Non, parce qu'on dit un x3 qui a une valeur strictement positive. Je vais calculer 6 fois 5 et 80 sur 4. Donc, l'asghar il y a E2. Donc, la nouvelle base sera bon, le webinaire de la semaine 9, ce sera la semaine dernière. Et قديش le webinaire نتاعها la semaine dernière 3. C'est la 5e séance. رايحة عملنا séance معناتها 3. 3 normalement. C'était de l'année dernière.
Et donc, vecteur entrant x3, vecteur sortant e2, le ratio technique le plus petit, on va calculer les nouveaux coefficients. Est-ce que la solution est optimale? Oui, parce que j'ai un problème de maximisation et tous les coefficients de la dernière ligne sont inférieurs ou égaux à 0. Et donc, la solution optimale sera x1 égale à 0, x2 égale à 2, x3 égale à 20, e1 égale à 0, e2 égale à 0 et z égale à 320. Ce qui nous intéresse sont les variables de division, donc x1 égale à 0, x2 égale à 2 et x3 égale à 20 avec un z étoile égale à 320. D'accord? Ma question maintenant, elle est à la remarque qu'on a parlé tout à l'heure. Est-ce que cette solution est unique? Yasmine, ma جاوبش انت. Est-ce que vous connaissez comment tester si la solution est unique ou pas? Non, madame. Mais Yasmine, تتفكر علاش unique وعلاش ليه؟ Non, madame. Non. Mais كي نقول لك par rapport au nombre de zéros à la solution optimale. تتفكر ولا؟ Mais alors, pour vérifier l'unicité de la solution optimale, la solution optimale, lorsqu'on arrive à la solution optimale, pour vérifier l'unicité, je peux calculer ou déterminer le nombre de zéros dans les coefficients de z. Si j'ai un nombre de zéros exactement égal à la dimension de la base, c'est-à-dire le nombre de contraintes, la solution est unique. Dans ce cas, j'ai une base de dimension 2 et j'ai uniquement 2 zéros à la dernière ligne. Donc, la solution est bien unique. Imaginez par exemple si ce moins 3 était 0. La solution est optimale, mais n'est pas unique. Je n'est pas unique. Si j'ai 3 zéros, bien sûr. Je peux trouver une autre combinaison de x1, x2, x3 pour la même valeur de z égale à 320 et c'est une deuxième solution optimale. Donc, pour vérifier l'unicité d'une solution optimale, je dois vérifier le nombre de zéros à la dernière ligne et comparer le nombre des zéros par rapport à la dimension de la base. Si ce nombre est inférieur à la dimension de la base, les vecteurs de base ont des coefficients nuls. Donc, il y a égal et supérieur. Si le nombre de zéros est égal à la dimension de la base, la solution est unique. Si le nombre de zéros dépasse la dimension de la base, strictement supérieure à la dimension de la base, on peut trouver une autre solution pour la même valeur de z, une autre combinaison des x et y, qui est encore une solution optimale. Et on continue à avoir des solutions jusqu'à avoir un nombre de zéros égal à la dimension de la base. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Oui, D'accord. madame. Autre question? Déterminer la forme duale. La forme duale, je vais vous le Donc, on va revenir à la forme duale pour la prochaine fois. Juste l'année pour vous dire, il y a là pour un exercice, je peux avoir modéliser et résoudre. Donc, on a la modélisation. On a résolu avec la méthode de simplex, on a testé l'optimalité, on peut encore continuer à travailler sur le même exemple. Donc, année, forme duale, la prochaine fois. Ce sera, je pense, mercredi ou mardi, je ne sais pas. Donc, année. Il y avait quel webinaire? Séance 5, séance 6, donc loin. Est-ce qu'on ne تجاوبوا على الميثode, mais vous pouvez répondre à cette question-là. Est-ce qu'on peut utiliser une autre méthode que elle? Est-ce qu'on peut utiliser Big M? On n'a pas besoin. Est-ce qu'on peut utiliser le graphique? Non. Non, parce que j'ai 3 variables et il y a la résolution numérique. La résolution numérique peut être utilisée pour tout programme linéaire. Donc, vous pouvez répondre, on peut utiliser une résolution par des logiciels, une résolution numérique. Essentiel, mais je suis graphique ou je ne peux pas aussi utiliser le Big M parce que le simplex simple peut être appliqué. D'accord? Je vais passer au deuxième exemple.
Oui. Deuxième exemple. On suppose que c'est un problème de maximisation. On a les vecteurs de base. On a fini les vecteurs de base. Comment on peut déterminer les vecteurs de base? x1, x2, x3. x1, x2, x3. Ils forment une base. Dans les variables de base, car ils forment une matrice identité de dimension 3. Est-ce que ce tableau est final? Un problème de maximisation. Là. Non, madame. Oui. Pour un problème de minimisation, est-ce que ce tableau est final et optimal? Non. Non. Lorsque nous avons au même temps des variables inférieures strictement à 0 et des variables supérieures strictement à 0, quel que soit le problème, maximisation ou minimisation, ce n'est pas optimal. Donc, dans tous les cas, ce tableau n'est pas optimal. S'il s'agit d'un problème de maximisation, je vais dire que x6 a un coefficient strictement positif, et même si c'est un problème de minimisation, un des coefficients négatifs. Donc, dans tous les cas, ce tableau n'est pas optimal et je dois effectuer au moins une itération si je vais chercher la solution optimale. Donc, on suppose que c'est un problème de maximisation et donc x6 sera le vecteur entrant. Pour chercher le vecteur sortant, je vais calculer le ratio technique qui sera égal à moins 17 sur 5, moins 19 sur 3 et l'infini. Et donc, dans ce cas, comment on appelle la solution? Je crois, non? Comment, madame? Quoi la question? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on choisit comme vecteur sortant? La solution n'est pas optimale, maintenant. Infini. Et infini. On dit que la solution, dans ce cas, elle est infinie. D'accord? Question? C'est clair maintenant. Oui. Donc, j'ai fini avec le cours de cette séance. Je vais peut-être, si vous n'avez pas de questions, je vais arrêter l'enregistrement et partager avec vous l'exercice sur Big M. D'accord?